Nouvelle en vedette de l'heure. Nouvelle numéro 1. La demande audacieuse de Zelensky, ce qu'il souhaite réellement des États-Unis et de l'Union européenne lors des élections en Ukraine. Lors d'une récente interview, le président Volodymyr Zelensky de l'Ukraine a exprimé sa conviction qu'il est possible de tenir des élections dans le pays même en temps de loi martiale. Cependant, il a souligné l'importance de garantir le droit de vote pour tous les citoyens, y compris le personnel militaire et les personnes forcées de se déplacer à l'étranger. Les remarques judicieuses de Zelensky mettent en lumière les complexités entourant les processus électoraux en période de conflit, appelant à un soutien international pour surmonter ces défis. Zelensky a présenté un argument convaincant selon lequel refuser l'opportunité de voter à ceux qui défendent activement la démocratie au sein du pays est injuste. En veillant à ce que l'armée puisse participer au processus électoral, l'Ukraine peut aspirer à une démocratie plus inclusive qui unifie son peuple. La préoccupation du président pour un choix légitime fait écho à la nécessité de prévenir de nouvelles divisions au sein de la société. Un autre aspect crucial soulevé par Zelensky est celui du financement. Il a plaidé en faveur d'un soutien financier des États-Unis et de l'Europe pour organiser et tenir les élections, car s'appuyer uniquement sur des ressources internes pourrait compromettre l'intégrité du processus. En obtenant une telle assistance, l'Ukraine peut garantir que le processus électoral soit transparent et reflète la volonté réelle de ses citoyens. La présence d'observateurs étrangers dans les bureaux de vote a été identifiée comme une mesure essentielle pour renforcer la légitimité tant à l'échelle nationale qu'internationale. La proposition de Zelensky d'avoir des observateurs stationnés sur le front souligne l'importance de capturer le véritable sentiment des électeurs dans les zones touchées par le conflit. Il a justement souligné la nécessité d'équité et de transparence à toutes les étapes de l'élection, notamment la présence de témoins internationaux. De plus, le président Zelensky a reconnu le nombre significatif d'Ukrainiens vivant à l'étranger, notamment dans l'Union européenne, ainsi que les défis logistiques liés à leur droit de vote. Il a mis l'accent sur la nécessité d'ouvrir des bureaux de vote dans les pays de l'UE pour offrir des opportunités appropriées à ses citoyens. L'appel de Zelensky à l'aide de l'Europe n'est pas seulement une solution pragmatique, mais souligne également la responsabilité partagée d'assurer le droit de vote de chaque Ukrainien. Il est évident que le président Zelensky ne s'accroche pas au pouvoir, mais donne la priorité aux aspirations démocratiques de son pays. Il cherche réellement à tenir des élections qui englobent tous les citoyens tout en préservant l'intégrité du processus. En discutant ouvertement des défis et des solutions potentielles, il encourage la transparence et invite les autres à contribuer au dialogue. Les problèmes abordés par Zelensky incitent les téléspectateurs à réfléchir à leurs propres opinions concernant la faisabilité et les considérations éthiques de la tenue d'élections en temps de loi martiale lors de conflits. Quels sont les risques et les avantages potentiels? Est-ce que la responsabilité partagée entre les États-Unis, l'Europe et l'Ukraine pourrait efficacement relever ces défis? Partagez vos réflexions et opinions dans les commentaires ci-dessous. En conclusion, l'interview de Volodymyr Zelensky souligne la nécessité de garantir le droit de vote en Ukraine, même au milieu des défis de la guerre en cours. Son appel à un soutien financier, à la présence d'observateurs étrangers et aux considérations logistiques pour les citoyens résidant à l'étranger illustre la responsabilité partagée dans la sauvegarde du processus démocratique. L'ouverture de Zelensky au dialogue et son dévouement pour aborder ces complexités méritent admiration et soutien. Actualité numéro 2. Le double jeu des États-Unis exposé. Le mystère derrière la campagne contre la Russie et la Chine. Le Center for a New American Security, CNA, a récemment publié un rapport appelant les États-Unis à clarifier leur position face à l'agression de la Russie et de la Chine. L'approche actuelle des forces américaines est jugée insuffisante pour dissuader simultanément ses adversaires dotés de l'arme nucléaire. Dans cette analyse, nous nous pencherons sur le rapport du CNA intitulé « Campagne de déni, renforcer la dissuasion simultanée dans l'Indo-Pacifique et en Europe » et fournirons un point de vue subjectif sur la question. Le rapport du CNA présente un argument convaincant en faveur des États-Unis adoptant un nouveau cadre alignant les efforts militaires sur les principes de la guerre. En renforçant la dissuasion par le déni et en réagissant efficacement aux menaces posées par la Russie et la Chine, les États-Unis peuvent maintenir un équilibre de pouvoir favorable à la fois dans l'Indo-Pacifique et en Europe. Il est primordial que les États-Unis respectent leurs engagements de dissuasion étendus afin de garantir leur responsabilité en matière de sécurité mondiale. Cependant, le rapport souligne le manque actuel de préparation à traiter simultanément les défis posés par la Chine et la Russie. Pour combler ce fossé, le rapport suggère une approche plus structurée qui entrelace la dissuasion en temps de paix avec des tactiques de temps de guerre, améliorant ainsi les capacités, la posture et les activités.
Le rapport du CNA détaille des stratégies de campagne spécifiques visant à protéger des régions critiques telles que Taïwan et les pays baltes. Ces approches décrivent comment les États-Unis peuvent renforcer la posture et les actions militaires dans ces zones, en assurant une transition fluide de la dissuasion à la bataille si nécessaire. De plus, le rapport explore les avantages et les inconvénients de l'adoption d'une approche de dissuasion à deux théâtres. Pour renforcer ses capacités militaires, le rapport met l'accent sur l'investissement dans les forces et le déploiement de capacités de nouvelle génération dans les régions directement affectées par les menaces chinoises. Il mentionne notamment l'Australie, les Philippines et le Japon comme des emplacements potentiels pour établir de nouvelles bases américaines ou en développer des existantes. De plus, le rapport suggère de chercher un accès à titre exceptionnel en Suède et en Finlande, défiant ainsi la Russie aux frontières des nouveaux membres de l'OTAN. Les auteurs proposent d'intégrer des formations et des exercices pour déployer des forces dans des régions à haut risque lors de périodes de forte agression. Cette approche à double finalité non seulement renforce la préparation, mais sert également de dissuasion en montrant la préparation des États-Unis à des conflits potentiels. Le rapport recommande également de constituer des stocks de fournitures et de munitions essentielles en Europe et dans l'Indo-Pacifique, signalant ainsi une préparation aux conflits prolongés. En conclusion, le rapport du CNA offre une analyse complète des défis auxquels les États-Unis sont confrontés pour contrer à la fois la Russie et la Chine simultanément. En reliant les efforts de campagne militaire au principe de la guerre et en adoptant une approche de dissuasion plus proactive, les États-Unis peuvent mieux maintenir un équilibre de pouvoir favorable. Nous invitons les téléspectateurs à partager leurs opinions sur ce sujet. Pensez-vous que les États-Unis devraient donner la priorité à la dissuasion simultanée contre la Russie et la Chine? Comment les États-Unis peuvent-ils efficacement mettre en œuvre les stratégies de campagne proposées dans le rapport du CNA? Partagez vos réflexions et opinions dans la section des commentaires ci-dessous. Actualité numéro 3. Drame au Niger. Le compte à rebours de la sortie de l'envoyé français crée le chaos. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues du Niger pour exprimer leur soutien au récent coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum et ont réclamé le départ des troupes françaises. L'armée française, avec 1500 soldats basés au Niger, avait aidé Bazoum à lutter contre la présence djihadiste dans le pays. Cependant, les tensions ont augmenté lorsque les militaires ont renversé le président. La manifestation près de la base militaire française à Niamey symbolisait la frustration croissante envers l'ancienne puissance coloniale France et son ingérence présumée dans les affaires du Niger. Le Conseil national pour le salut de la patrie, CNSP, dirigé par le général Abdourahmane Tiani, détient actuellement le président Bazoum et sa famille en détention au palais présidentiel. Le rassemblement, organisé par des groupes soutenant les nouveaux dirigeants, a commencé à l'aube près de l'aéroport de Niamey, à proximité de la base militaire française. Les manifestants ont exprimé leur mécontentement, citant des raisons telles que la dépendance économique et le refus présumé de la France de respecter la souveraineté du Niger. Leur demande de retrait des troupes françaises a été largement exprimée tout au long de la manifestation. La relation franco-nigérienne tendue a atteint un point critique, comme en témoignent les tensions croissantes, le sentiment anti-France et les protestations croissantes. L'ultimatum récent donné à l'ambassadeur français, Sylvain Hitt, de quitter le pays dans les 48 heures par le ministère des Affaires étrangères du Niger illustre la détérioration des liens. Cet ultimatum a été émis en raison du refus de la France de rencontrer les nouveaux dirigeants et des actions perçues comme contraires aux intérêts du Niger. La France, cependant, a refusé de se conformer à la demande et maintient que le gouvernement légitime de Bazoum est toujours au pouvoir. Paris rejette l'autorité du régime militaire à la tête de telles demandes. De plus, le soutien de la France à la réintégration du président Bazoum, soutenu par le bloc ouest-africain ECOWAS, complique davantage la situation. De plus, l'ECOWAS a imposé des sanctions au nouveau régime et a menacé d'utiliser la force militaire si les dirigeants actuels ne cèdent pas le pouvoir à Bazoum. Dans ce contexte, la France se retrouve dans une position délicate, tiraillée entre le soutien des principes démocratiques défendus par l'ECOWAS et la préservation de son influence et de sa présence militaire dans la région. La situation du Niger présente des similitudes avec les cas précédents où les relations post-coloniales se sont détériorées en raison de l'ingérence présumée des anciennes puissances coloniales. Elle reflète les tensions observées dans de nombreux pays africains où les sentiments anticoloniaux persistent même des décennies après l'indépendance. La présence militaire continue de la France au Niger, malgré son assistance au gouvernement pour combattre les forces djihadistes, est perçue par certains comme une atteinte à la souveraineté. La relation entre la France et le Niger devient plus complexe compte tenu du contexte des dynamiques géopolitiques plus larges dans la région. Les puissances étrangères comme la Russie et les États-Unis se positionnent également stratégiquement en Afrique,
et leur implication dans les affaires du Niger ajoute une couche supplémentaire de complexité. Ces dynamiques compliquent davantage la résolution de la crise actuelle et exigent une navigation prudente pour garantir la stabilité et le respect de la souveraineté du Niger. Qu'en pensez-vous de la montée des tensions entre le Niger et la France? Pensez-vous que la présence militaire française au Niger est justifiée, ou soutenez-vous les appels à leur retrait? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.